Plongeons-nous un instant dans le passé. On est à Londres à la toute fin du 19e siècle. L'année 1888. Ah, le fameux brouillard londonien, ce fameux fog. Il est partout, il est épais, il s'infiltre dans les moindres recoins. Il étouffe tout, les bruits, la lumière blafarde des lampadaires à gaz. Surtout dans les ruelles sombres de Whitechapel. Et là, au milieu de ce brouillard, une ombre, une silhouette qui se déplace. C'est un tueur. Il frappe et il disparaît, sans laisser de traces. Enfin, si, une traînée de sang. Et une question. Une question qui aujourd'hui encore hante l'histoire. Cette ombre, eh bien, elle a un nom. Un nom qui va bientôt faire trembler le monde entier. On va s'attaquer aujourd'hui à l'un des plus grands, si ce n'est le plus grand, mystère criminel de tous les temps. Le cas de Jack l'Éventreur, le fantôme de Whitechapel. Alors, pour essayer de comprendre le tueur, il faut d'abord, et c'est crucial, comprendre son terrain de jeu, son terrain de chasse. Bienvenue à Whitechapel. Alors, Whitechapel, c'est quoi à l'époque ? Faut s'imaginer un vrai labyrinthe. C'est l'East End, le quartier de la misère absolue. Le genre de monde que la bonne société victorienne fait tout pour ignorer. La pauvreté, elle est écrasante. À tel point que des milliers de femmes n'ont pas d'autre choix que la prostitution pour survivre. C'est un nid à criminalité, mais aussi un concentré de toutes les peurs de l'époque. La peur de l'étranger, la peur des pauvres, la peur de la maladie. Bref, le décor était planté pour qu'un prédateur devienne un véritable monstre aux yeux de tous. Et c'est précisément là, au détour d'une ruelle poisseuse, que tout bascule. On retrouve le corps de Marianne Nichols. La violence du meurtre, c'est du jamais vu. Et ce n'est que le début. La peur, une peur vraiment viscérale, commence à s'installer dans tout le quartier. Très vite, on se rend compte qu'il y a une signature, un mode opératoire macabre qui se répète. Et la presse de l'époque, qui est en plein essor, va s'emparer de l'affaire et la transformer en un véritable spectacle national. Ça va terroriser Londres et fasciner le monde entier. 5. Retenez bien ce chiffre. C'est le chiffre clé de toute cette affaire. Alors oui, il y a eu d'autres meurtres à Whitechapel à ce moment-là. Mais les historiens aujourd'hui sont quasiment tous d'accord pour dire qu'il y a eu 5 victimes officielles. C'est ce qu'on appelle les victimes canoniques. Parce que derrière ce chiffre, bien sûr, il y a des femmes, des noms, des vies qui ont été brisées. Marianne, Annie, Elizabeth, Catherine et Mary-Jane. Elles avaient toutes un point commun, un terrible point commun. Elles étaient piégées par la pauvreté, ce qui les rendait extrêmement vulnérables. Son mode opératoire, il est d'une constance terrifiante. D'abord, il attaque toujours la nuit, profitant de l'obscurité quasi totale. Ensuite, il tranche la gorge. Efficace, rapide, pour empêcher tout cri. Et puis vient l'horreur, les mutilations. Et c'est là, dans cette 3e étape, que se cache l'un des plus grands mystères de l'affaire. Parce qu'il y a un détail qui glace le sang de tout le monde, à commencer par les enquêteurs. Ces mutilations, ce n'est pas juste le travail d'un fou déchaîné, non, c'est précis, c'est presque chirurgical. Le tueur retire certains organes avec une dextérité, une propreté qui laisse penser qu'il s'y connaît vraiment en anatomie. Alors, la question se pose, était-il un médecin, un chirurgien, un boucher ? Toutes les spéculations sont lancées, et ça ne fait qu'alimenter la psychose. Et pendant que la police piétine, rame complètement, le tueur, lui, va faire un coup de maître. Un truc totalement inédit pour l'époque, qui va le propulser de l'ombre à la légende. Il va se donner un nom. Jack the Ripper. Voilà, Jack l'Éventreur. Ce nom, que tout le monde connaît aujourd'hui, il apparaît pour la première fois au bas d'une lettre. Une lettre envoyée à une agence de presse. Évidemment, les journaux, qui adorent le sensationnel, sautent dessus. Et voilà, le tueur invisible a maintenant une identité, un nom de scène presque, et un nom terrifiant. La panique devient un vrai phénomène de masse. Sauf que, une question se pose tout de suite, et pour être honnête, elle n'est toujours pas résolue aujourd'hui. Cette lettre, la fameuse lettre Dear Boss, et les centaines d'autres qui vont suivre, est-ce que c'était vraiment lui ? Est-ce qu'elle venait vraiment du tueur ? Ou est-ce que c'était l'œuvre d'un mauvais plaisantin, voire, et c'est une théorie, d'un journaliste qui voulait faire vendre son journal ? La plus célèbre de ces lettres, on la surnomme la lettre From Hell, venue de l'enfer. Et pour cause. Elle est envoyée avec un demi-rein humain. Le détail qui tue, si on peut dire, c'est qu'une des victimes, Catherine Eddowes, s'était justement fait retirer un rein. Alors, preuve ultime ou coup de génie morbide d'un imitateur, le débat fait encore rage. Mais au fond, peu importe. Vraies ou fausses, ces lettres, reproduites partout, ont achevé de transformer un tueur en une véritable icône de la terreur. Et face à ce monstre, qui est à la fois insaisissable et maintenant une star des médias, la police de l'époque, eh bien, elle est complètement dépassée. Totalement. Faut vraiment se remettre dans le contexte dès l'époque.
1888. La police scientifique, ça n'existe pas, ou presque. Pas de test ADN, bien sûr. L'analyse des empreintes digitales, c'est balbutiant, pas du tout fiable. Le profilage criminel, inconnu au bataillon. Les pauvres policiers y pataugent littéralement dans le brouillard, avec pour seules armes leur carnet de notes et leur flair. Résultat, on interroge des centaines de personnes. Et la liste des suspects, c'est un peu le reflet de toutes les angoisses de la société victorienne. On soupçonne qui? Les médecins, évidemment à cause des connaissances anatomiques. Les bouchers aussi, qui ont l'habitude de manier le couteau. Les immigrés, bouc émissaire facile. Les théories les plus folles commencent à circuler. Certaines vont même jusqu'à pointer du doigt des membres de l'aristocratie, voire de la famille royale. Mais à chaque fois, rien. Impasse totale. Pas la moindre preuve solide. Et puis, tout d'un coup, après le meurtre de Mary Jane Kelly en novembre 1888, un meurtre d'une brutalité absolument inouïe, de loin le pire de tous, plus rien, le silence total, c'est fini. Le tueur s'est comme évaporé. Il est retourné dans le brouillard d'où il était sorti, en laissant derrière lui une ville traumatisée et un mystère qui reste à ce jour entier. L'enquête policière s'est peut-être arrêtée, mais l'histoire, elle, ne faisait que commencer. La vraie question c'est, pourquoi? Pourquoi est-ce que plus de 130 ans après, ce fantôme de Whitechapel nous hante encore autant? La clé au fond, ce n'est même pas la violence des crimes. C'est le vide. Le vide absolu qu'il a laissé derrière lui. Le fait qu'on n'ait aucune réponse. Et cette absence de réponse, c'est le meilleur terreau pour l'imagination, pour les théories, pour les fantasmes. C'est un puzzle auquel il manquera toujours la pièce centrale. C'est un visage qu'on ne pourra jamais nommer, une histoire sans fin. Et c'est comme ça qu'un homme de chair et de sang, se transforme en mythe. Il n'est plus juste un tueur en série. Non, il est devenu un archétype. Le symbole même du mal anonyme, celui qui peut se cacher n'importe où dans la foule. C'est une peur très moderne en fait, qui naît dans les rues sombres d'une grande ville qui ne cesse de grandir. On a cherché partout. On a imaginé un monstre, un génie du mal, un aristocrate dérangé. Mais, et si la vérité était beaucoup, beaucoup plus simple? Et donc infiniment plus terrifiante? Et si Jack l'Éventreur n'avait rien d'extraordinaire? S'il était juste un homme ordinaire, un voisin, un passant que l'on croise sans le voir, un visage anonyme perdu dans la foule. Finalement, la pensée la plus glaçante, c'est peut-être ça. Le vrai fantôme de Whitechapel, ce n'est pas un monstre, c'est l'idée qu'il pouvait être n'importe qui.